Bienvenue dans Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Le Son de Victoire propose des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles pour leur trajectoire professionnelle. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin ou de la mixité en entreprise, ou bien des individus engagés sur le sujet des femmes au travail qui viennent partager leur point de vue ou le fruit de leurs travaux. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans tous ces partages des clés pour développer votre propre parcours professionnel, que vous soyez un homme ou une femme. Je suis Amélie Dague et avec ma complice Perrine Corvézier, que vous pouvez entendre sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, ou HLX, le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Le Son de Victoire, c'est aussi le nom des modules d'auto-coaching en format audio que nous produisons pour permettre aux femmes de lever un à un les obstacles qu'elles peuvent rencontrer sur leur parcours professionnel en entreprise. Rendez-vous sur le site leçondevictoire.com pour en savoir plus. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles. Cela permettra de le faire connaître et d'inspirer encore plus de femmes et d'hommes en leur soumettant des comportements et des points de vue inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Moi, je pense pas à ma carrière, je pense à mes équipes avant tout. C'est vraiment, mais c'est ancré dans moi comme jamais. Catherine Pawlowski est la parfaite incarnation du manager qui met l'humain au centre de tout. Avec sa fonction de directrice des systèmes d'information, elle est amenée à gérer de très larges équipes, pour la plupart masculines. Son parcours professionnel s'est essentiellement construit autour de 3 cycles de 8 ans dans des organisations très différentes les unes des autres. Colgate-Palmolive, où elle a démarré sa carrière, puis Havas Voyage, devenu Thomas Cook, où elle était alors la seule femme à bord du comité de direction, et enfin le Comité international de la Croix-Rouge, ou CICR, où elle a réussi un projet titanesque de transformation. Le témoignage dont elle nous fait cadeau aujourd'hui est tout à son image, transparent, humain et entier. Elle nous parle de ce qui la motive, de ses infatigables alliés, et puis de résilience aussi, celle dont elle a dû faire preuve après le drame humain qu'elle a connu dans son équipe il y a quelques années. Il n'y a quasiment que de l'humain dans ce témoignage, et vous verrez comme moi combien cela rend le message puissant. Comme d'habitude, j'ai commencé l'interview en demandant à mon invitée comment elle se présentait. En général, déjà, je donne mon nom. Ce qui va être étonnant, c'est que je prends mon nom de jeune fille. C'est mon mari qui m'a demandé de le garder parce qu'il trouvait que c'était un beau nom. Et puis après, ça dépend le contexte. Si c'est quelque chose de très professionnel, je vais décrire ce que je fais, quel est mon rôle, etc., pourquoi je suis là. Et puis, je mets surtout en avant aussi la structure dans laquelle je suis. Ça, c'est très important pour moi. Moi, je suis pas trop un caractère à mettre en avant, aller faire tout mon curriculum vitae pendant 2 heures. Donc, je vais plutôt parler, quand j'étais chez Colgate, c'était Colgate. Quand j'étais chez Thomas Cook, c'était chez Thomas Cook. Et quand c'était au comité international de la Croix-Rouge, je parlais avec passion de mes entreprises. Et je les mettais toujours en avant. Et de toute façon, quand j'intervenais au nom de l'entreprise. J'intervenais pas en mon nom. Voilà. Après quoi tu cours aujourd'hui, professionnellement en tout cas? Transmettre mon savoir et mon savoir-être, continuer à aider des jeunes managers à progresser. Bon, ça a été, alors là, mon fil conducteur tout au long de ma carrière, et ça, j'ai vraiment envie de le continuer. Je veux surtout pas le perdre parce que c'est un enrichissement qui est extraordinaire. Et surtout aussi apporter un bien-être au travail. Ma prochaine étape professionnelle, je veux continuer
à ce que les gens, quand ils se lèvent le matin, ils soient contents de venir au travail, qu'ils aient plaisir à travailler avec moi ou avec d'autres et qu'il n'y ait pas de souffrance au niveau du travail. J'ai vu trop de choses, trop de malheurs autour de moi. Ça, plus jamais, plus jamais. J'ai quand même connu un suicide au niveau de mon travail. C'est quelque chose qui est dramatique, qui est absolument dramatique. Et les gens qui disent, mais non, on veut des gens qui sont super durs, qui vont gérer les hommes et les femmes de façon, je dirais, fort. On veut pas de gens faibles. On veut, et puis il faut des gens qui puissent subir le stress, etc. Tous ces gens-là, ils sont totalement dans le faux. On peut tout à fait travailler dans de très bonnes conditions, en faisant des choses extraordinaires, même plus, on obtiendra d'autant plus des collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose que aujourd'hui je veux absolument continuer à perdurer tout le temps que je travaillerai et continuer à le transmettre à des jeunes générations et éviter tous ces discours autour de ce qu'on voit, de ce qu'on entend aujourd'hui. La preuve en est, c'est que les psychologues n'ont jamais eu autant de travail. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que tu as, toi, un rôle modèle, quelqu'un qui t'inspire par son parcours professionnel ou personnel d'ailleurs? Mon père, parce que c'est quelqu'un un sage. Je le mettrais un sage avec un grand S. Et d'ailleurs, quand il est parti, donc il était professeur de rhumatologie à l'hôpital de Rennes. Il est décédé il y a 2 ans, donc et c'est pas parce qu'il est décédé maintenant que je le cite. Non, ça a toujours été mon modèle. Son modèle de patience, tout son modèle managérial, ça vient de lui. Tout. Sa patience, son côté humilité, son côté et puis quelqu'un d'extrêmement brillant, mais qui n'a jamais utilisé ce côté parce qu'il était extrêmement intelligent. Mais il n'a jamais utilisé de façon inappropriée. Et il avait cette humilité et cette capacité d'embarquer tous les gens avec lui qui était absolument extraordinaire. Et j'ai tout appris de lui, mais inconsciemment. Et maintenant, je pense que depuis qu'il est parti, je pense que je me rends compte encore plus. Et donc oui, ça c'est mon modèle. Clairement, c'est mon modèle. Ouais. Et une chose importante pour lui, tout le monde était important, depuis la femme de ménage jusqu'au grand professeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi tout le long. Tout le monde est important. Pas que le haut. Tout le monde est important. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans moi et qui est extrêmement profond. Et est-ce que tu as un ou une alliée dans ta carrière professionnelle, ou as-tu eu des alliés? Oui, bien sûr. Mes patrons ont toujours été mes alliés. J'ai toujours eu cette chance de rencontrer des gens. D'ailleurs, si je ne sens pas une sorte de confiance, ça marche pas. S'il devait y avoir une réussite emblématique de ton parcours, laquelle serait-elle? Qu'est-ce que tu citerais aujourd'hui? Les plus belles réussites, je pense que c'est d'avoir sauvé certaines personnes de situations un peu dramatiques. Par exemple, chez Thomas Cook, je le cite, c'est vrai assez souvent, j'avais une personne qui était là depuis 20 ans, qui a fait une grosse bêtise, qui a bu et a pris le volant et a eu un accident. Heureusement, il lui est rien arrivé à une autre personne. Et là, une personne, je dirais, normalement constituée aurait dû le licencier du jour au lendemain. Et moi, j'ai dit non. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et je pense qu'il est important à des moments donnés de la vie de tendre la main à l'autre. Donc, j'ai voulu faire quelque chose pour cette personne, tout en restant dans le cadre professionnel. Je ne m'en écarte jamais. Et je suis allée voir la DRH et je lui ai dit, voilà, j'ai défendu son dossier. Je lui ai dit, c'est une personne qui était là depuis 20 ans, toujours bien travaillé, etc. Elle a un addict à l'alcool, il est connu, etc. Et là, ça a amené une situation dramatique d'accident. Il a été, bien sûr, testé positif à l'alcool, enfin, etc. La police était là. Il travaillait, hein, c'était dans le cadre du travail. Et en fait, avec la DRH, on a monté quelque chose et ça a marché puisque on lui a demandé, durant ses congés, c'est important qu'il le prenne sur ses congés, de faire une période dans une clinique de désintoxication pour qu'il puisse revenir le plus sobre au travail et qu'il puisse reprendre normalement son travail. Il l'a fait.
il l'a fait et ça a fonctionné. Et je trouvais que voilà, c'est des choses qui sont importantes dans la vie. Je trouve que c'est très peu cité dans les carrières des gens, mais j'en ai eu d'autres. J'ai eu d'autres cas de figure où j'ai dû gérer. Alors, évidemment, c'est un investissement personnel parce que le plus facile, c'était de dire au DRH, tu gères ça, puis tu te débrouilles. Pour moi, être manager, c'est pas ça. Être manager, c'est gérer ses équipes dans toutes leurs difficultés, puisque de toute façon, leur vie personnelle impacte plus ou moins la vie professionnelle à un moment donné ou à un autre. Après avoir cité ses réussites humaines, Catherine me parle alors de la réussite professionnelle emblématique de sa carrière. La transformation qu'elle a menée au CICR, le fait d'amener ses équipes là où elle ne pensait même pas aller, en les faisant passer en quelques années seulement, des années 80 aux années 2020. Il y a eu beaucoup de compréhension mutuelle, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie des uns par rapport aux autres, et puis des valeurs communes qui ont fait qu'on a atteint ces objectifs à 100%, ce qui était peut-être au départ loin d'être gagné, puisque personne n'aurait misé un copec sur nous à l'époque. Et ça a marché. Ça a marché, ça a été long, ça a été avec des moments d'une intensité et d'une difficulté, puisqu'on a perdu un de nos collaborateurs durant cette période de transformation. Donc, il a fallu redresser la tête, il a fallu, je dirais, se mettre en marge de manœuvre parce que il y avait une peine énorme, donc qui est venue s'ajouter à la charge de travail. Mais voilà, chacun a mis du sien, chacun a su reprendre le dessus, et tout ça n'a pu être possible parce qu'il y avait un partage des mêmes valeurs, de la même volonté et un respect mutuel de chacun d'entre nous. Et ça, c'est le manager qui le mène. C'est lui qui doit donner la voix, c'est lui qui doit montrer l'exemple, et c'est lui qui va faire en sorte que l'alchimie va prendre. Comme beaucoup de personnes, surtout des femmes, je trouve, on dit souvent, on n'est pas grand-chose, nous, on est juste des chefs d'orchestre. On est là pour que la glu, elle fonctionne. Et ensuite, on fait en sorte que chacun puisse jouer la bonne musique au bon moment. Et qu'il s'agisse de tes réussites humaines, comme tu les appelles, ou de tes réussites plus professionnelles, sur quoi tu t'appuies en toi, vraiment chez toi, pour aboutir à ces réussites-là? Qu'est-ce que tu vas puiser en toi? Qu'est-ce qui fait que ça marche, en fait? Alors, c'est une bonne question. Un des mots qui viendrait en tout au début, mais vraiment celui qui va être le respect. J'ai un profond respect pour l'être humain, quel qu'il soit. Ça vient de ma mère qui me disait toujours cette formule, je ne vois pas le méchant chez la personne au départ. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours quelque chose de bon dans une personne. Donc, il y a cette notion de respect qui est très importante. Il y a une notion d'écoute qui est fondamentale. Il y a une notion de mettre l'humain au centre de ses préoccupations. Donc, toutes ces valeurs-là, tous ces sentiments-là, je donne beaucoup de ma personne, parfois trop, on me l'a dit déjà, potentiellement au détriment de ma vie personnelle. Mes enfants pourraient me le reprocher, elles auraient tout à fait raison. C'est-à-dire que le temps que l'on passe à l'écoute, à la résolution de problèmes aussi personnels qui vont permettre aussi professionnellement d'avancer, prend du temps. Et donc ce temps-là, il faut être capable et avoir la capacité à le consacrer. Et moi, je dis toujours une chose, un bon manager, c'est celui qui aime les hommes et les femmes. Celui qui n'aime pas les hommes et les femmes, il ne peut pas être un bon manager. Voilà, donc moi, c'est un peu ce qui me ressemble, c'est ces éléments-là, c'est mon intégrité, ma transparence. Moi, j'hésite pas à dire les choses. J'ai une formule aussi, j'ai beaucoup de formules, moi. Je dis toujours, on peut tout dire, c'est la façon dont on va dire les choses. Et là, on va revenir au respect. C'est-à-dire que moi, j'ai eu malheureusement dans ma carrière dû faire 3 plans sociaux quand même. Et je l'ai toujours fait avec beaucoup de transparence, énormément d'intégrité et un respect pour les personnes qui ont été impactées à ce moment-là. Et voilà, et le résultat, je l'ai perçu par les gens qui ont dû, entre guillemets, subir ces différentes
situation. Et la reconnaissance. Moi, j'ai des gens qui m'ont remercié malgré qu'ils aient été licenciés quand même. Hein. Moi, j'ai quelqu'un à qui j'ai enlevé une prime et il est venu me voir, il m'a dit merci. Je l'ai regardé, je dis pourquoi tu me remercies? Et il me dit parce que, un, tu as eu le courage de le faire, et deux, mais surtout, tu me l'as expliqué pourquoi. Parce que j'ai jamais pris aucune décision sans l'expliquer. Prendre le temps avec les personnes de dire les choses. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Bon, c'est ça qui me ressemble et c'est ce qui me permet, je pense, de comment dire, prendre le meilleur des collaborateurs et les amener là où ils ne pensaient pas arriver. Ils pensaient aller, je sais pas moi, en haut du Mont Blanc et puis moi je les emmène à l'Himalaya. Voilà. Et ça me ressemble bien. Donc bien sûr, il y a de la persévérance, il y a de la ténacité, il y a tout ça, mais ça viendrait après. Je pense que tout le reste que j'ai dit au départ, le respect, l'intégrité, la transparence, mettre l'humain au centre de toutes les préoccupations, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et c'est ce qui me permet d'avoir à chaque fois, en tout cas, tout ce que j'ai entrepris, j'ai réussi à le mener à bien par rapport je pense, à ces valeurs-là. Et penses-tu que le fait d'être une femme a été déterminant dans les réussites que tu viens de citer? Moi, je dirais oui, sans aucune hésitation. Moi, je pense pas à ma carrière, je pense à mes équipes avant tout. C'est vraiment, mais c'est ancré dans moi comme jamais. Je pense que les hommes sont beaucoup plus carriéristes. Je l'ai toujours pensé parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans les postes que j'ai pu avoir. Je les voulais parce que je voulais influencer positivement dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'était des choix que j'ai faits. Par contre, j'ai vu des choses qui n'étaient pas terribles, quoi, des choses qui n'étaient pas très belles. Je les ai vues, mais moi, je ne suis jamais sortie de ma ligne de conduite et de mes valeurs. C'est-à-dire, pour moi, je préfère faire la rupture plutôt que de passer vraiment au-dessus de mes valeurs et de ce que j'ai pu avoir comme éducation et de ce qui est profond en moi. Voilà. Alors que je pense que parfois, j'ai vu certaines personnes se prostituer. J'emploie ce mot qui est très dur dans le langage. Se prostituer pour des carrières professionnelles, pour écraser l'autre, non. Là, moi, je même pas dans les rêves. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible. On me prend tout entière, c'est-à-dire avec mes valeurs, ou on me prend pas. Ça, c'est clair et net. Et pour ça, je suis fière que ce que mes parents m'ont inculqué en termes d'éducation. Et ça, et j'espère que mes enfants, en tout cas, je les ai éduqués dans ce sens-là, etc. Il faut être fier de soi, il faut être capable. On dit toujours, il y a ce terme souvent, on aime se regarder devant une glace. Mais je pense que ce terme-là est quand même vraiment important, quoi. Je dirais, oui, j'ai amené à licencier des gens. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Absolument pas. Quand je l'ai fait, ça a été mûrement réfléchi. Je me suis aussi rapprochée de personnes pour voir si j'avais la bonne lecture des choses, si j'étais pertinente dans mes décisions, etc. Parce que on détruit la vie de quelqu'un quand on le licencie. C'est pas quelque chose qui est simple. Après, on le fait parce qu'on pense qu'il faut le faire pour différentes raisons. Mais il est important d'être toujours fidèle à ses valeurs et à ce pourquoi, en tout cas, moi, j'ai décidé de faire les choses. C'est fondamental. Alors, tu évolues dans des milieux qui sont encore assez masculins, qu'il s'agisse de comités de direction ou du monde des systèmes d'information. Tu as, j'imagine, géré beaucoup d'équipes masculines en particulier. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans ta vie professionnelle liées au fait que tu es une femme ? Oui, bien sûr. Le fait d'être une femme, en plus avec des enfants, il faut qu'on prouve 2 fois plus ou 3 fois ou je sais pas combien de fois plus que les hommes. Ça, je sais pas pourquoi. Niveau salarial, j'ai jamais pu atteindre les niveaux de mes confrères hommes parce que c'était pas ma première préoccupation. Ma préoccupation première, c'était de faire avancer l'entreprise, d'être proche des équipes, etc. Et puis, voilà, j'avais pas une très bonne négociatrice au niveau salarial, je pense pas. C'était pas, voilà, j'en faisais pas
Alors que je vois des hommes aujourd'hui, c'est leur première préoccupation. Ils vont négocier leur salaire, puis après voir ce qu'ils font. Alors que moi, pas du tout. C'est-à-dire que je dis, mais c'est quoi le poste, c'est quoi le rôle, c'est quoi les responsabilités, quel est le nombre d'équipes à manager, comment ça se présente, comment sont les équipes. Plusieurs fois, j'ai dit, dans quelle étape psychologique sont les équipes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont dans une souffrance, pas une souffrance, etc. Tout ça, c'est mes préoccupations premières. Alors que l'homme va lui systématiquement va demander combien il va gagner. Et je pense qu'on est stupide, nous, en tant que femmes. Je pense que là, on a vraiment des progrès à faire. Ouais, il faut on soit moins timide, moins toujours à s'excuser, toujours Mais c'est le fait aussi qu'on soit souvent en minorité. C'est pas évident. Le fait qu'on soit en minorité, c'est pas évident. Et moi, je me rappelle que une fois, j'étais en réunion avec donc les 8 membres de mon comité, enfin de ce qu'on appelait mon comité de direction, mais dans le sens équipe du terme, hein, pas comité de direction d'une entreprise. Enfin, on appelait ça l'état-major à l'époque au CICR. Et j'étais partie au Vert faire un séminaire avec eux, puis on avait discuté donc de l'ensemble des sujets, et j'avais osé leur dire, vous savez, être une femme parmi vous tous, c'est pas tous les jours facile. Et ils m'ont regardé avec des yeux. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Pourquoi elle a dit ça? Parce que ils réagissent pas de la même façon. Ils réagissent pas de la même façon, ils n'ont pas la même vision des choses, et oui, il y a une différence. Oui, bien sûr qu'il y a une différence, et je pense que le fait de vouloir, et ça je l'ai vraiment ressenti, on finit par se masculiniser un petit peu. C'est terrible de dire ça. C'est-à-dire qu'on perd un peu de notre féminité à vouloir des fois ressembler aux hommes plutôt que de garder en fait ce qu'on est. Comme j'ai dit à quelqu'un un jour, voilà, les hormones feront que une femme ne pourra jamais être un homme et inversement et réciproquement. Donc il faudra, voilà, il faut faire avec. Mais oui, c'est compliqué, bien sûr. C'est compliqué. Et comment tu fais pour aller au-delà de ça, voilà? Est-ce que tu as un moyen pour évacuer ça? Mon mari. Moi, si j'ai un hommage à donner à quelqu'un, c'est à mon mari. C'est vraiment, lui, il est tout le temps là et dans les bons moments, mais surtout dans les pires moments, etc. Enfin, le nombre de fois qu'il m'a vu découragée, parce que moi, j'aime pas montrer mes difficultés aux équipes. Je pense que il faut qu'ils voient quelqu'un qui est toujours solide, etc. Bon, c'est vrai que mon mari a été un support. Puis dans tous les domaines, il a été un support. Si j'ai réussi ce que j'ai fait, c'est grâce à lui, parce que il m'a laissé changer de structure quand je voulais, décider de dire tiens, j'ai envie d'être membre d'un comité de direction, donc je vais le faire. Enfin voilà. Et après, il fallait qu'il suive. C'est le seul moment où il m'a dit on va s'installer du côté de Genève ou Annecy, où là il y avait plus de choix parce que c'était vital pour lui, il pouvait plus supporter Paris. Et c'est là que je me suis dit, Catherine, là je suis partie toute seule. J'ai fait le tour du lac, on était dans la région, mais on n'avait pas déménagé encore, on était juste en vacances. Et là je suis partie, j'ai allé au bord du lac, je me rappellerai toute ma vie. Il faisait un soleil magnifique, le ciel était bleu azur, le lac était resplendissant. C'était en plein mois de février, il faisait un froid de canard. Et je me suis dit, Catherine, maintenant tu as 2 choix. Soit tu arrêtes ta carrière professionnelle et tu rejoins ta famille, puis tu verras bien ce qui arrivera. Soit la vie familiale va être cassée. C'était dire presque du divorce, parce que autrement, lui, il pouvait. Et j'ai dit non, moi, ma famille, c'est primordial. Et j'ai dit, je vais essayer de concilier les deux, et je vais négocier de faire un 3 jours, 2 jours avec mon patron, et je vais vivre à Annecy, parce que ma famille est là, et je vais continuer à travailler à Paris. Et c'est là que j'ai fait pendant 2 ans et demi ça. Donc c'est vrai qu'à des moments donnés, quand j'ai vraiment envie de quelque chose, je le fais, quoi. Et je trouve toujours la solution qui va faire que, voilà, ça a toujours, entre guillemets, drivé toute ma carrière personnelle et professionnelle. Y a-t-il d'ailleurs des comportements sexistes dont tu aurais été témoin dans ta carrière professionnelle, vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'autres femmes d'ailleurs? Alors oui, sexiste, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, mais que j'ai découvert en fait totalement par hasard.
c'est un jour les syndicats affichent les salaires des femmes, de toutes les femmes, hein, donc depuis chef d'agence, de la personne qui était au comptoir, hein, ce qu'on appelait au comptoir à l'époque dans les agences de voyage, jusqu'aux membres du comité de direction. Et elle mettait les différences de salaire entre un homme et une femme. Et moi, étant la seule femme au comité de direction, ben, j'ai vu que j'étais payée 20% de moins que les hommes. Waouh. Ouais. J'avais en plus réussi à mettre en place des choses que l'entreprise n'avait jamais réussi à mettre en place. On avait été leader sur une plateforme révolutionnaire technologiquement parlant et fonctionnellement. Enfin voilà, il y avait plein de choses et j'avais fait un plan social qui avait été applaudi par les syndicats à l'époque. Enfin, j'avais fait plein de choses et là je m'étais dit, là quand même c'est pas juste. Donc là oui, c'était pur sexiste, quoi. C'était vraiment là j'ai eu du mal. Et puis après, comme je suis pas quelqu'un de ni rancunière ni c'est passé assez vite. Et puis après, la vie familiale a pris le dessus. On est venu s'installer dans la région. Et puis voilà, après, bon. Ça m'a marqué parce que c'est celui qui me revient tout de suite. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, au CICR, pas. Et pourquoi? Parce que ils arrivent parfaitement à définir la parité. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de personnes. Et alors, pas dans les équipes techniques, malheureusement, où j'avais que 10% de femmes. Ah bah tiens, je vais raconter une anecdote par rapport à ça. Donc l'institution, hein, le CICR, vraiment parité, vraiment essayer de faire qu'il y ait le même nombre de personnes, hommes-femmes, dans les postes à responsabilité, enfin un effort extraordinaire. Moi, j'étais qu'à 10% de femmes dans le secteur dans lequel j'étais, parce que énormément d'ingénieurs. Et un jour, avec la responsable de la parité et de la diversité, je lui dis j'aimerais organiser une réunion qu'avec les femmes de mon département pour que l'on puisse discuter un petit peu de comment elles vivent en fait le fait d'être en grande minorité. Et ça venait juste après MeToo, hein, pour pas cacher non plus. Donc c'était quelque chose qui... Parce qu'en fait, moi, j'avais le sentiment de pas du tout vivre ce genre de choses. Et puis, ça m'a... tous ces messages, tous ces trucs, je me dis, mais Catherine, tu passes peut-être à côté de quelque chose qui est hyper important et puis tu l'as peut-être pas vu. Donc, il faut que tu prennes le temps de discuter avec ces femmes-là. On a réuni tout le monde. Déjà, la réaction de l'ensemble du monde masculin a été assez violent. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ils se sont vexés, certains se sont même révoltés en disant mais pourquoi tu fais venir des femmes, vous vous retrouvez, etc. Et pas nous. Je dis mais moi je vous écoute tous les jours, c'est pas le sujet, je suis prête à faire toutes les réunions qu'on veut, etc. Mais là je veux écouter la vie des femmes sur la façon dont elles vivent leur vie professionnelle, etc. Ben là j'avoue que j'en ai appris, hein. Des vertes et des pas mûres, alors là, des réflexions de tout sens, etc. Mais je ne m'en doutais même pas. À la machine à café, des trucs soi-disant drôles, qui n'étaient pas drôles du tout. Elles le vivaient mal, en fait. Et le fait de s'exprimer et de pouvoir le dire entre nous leur a fait un bien fou. Et moi, je m'étais rendu compte de rien, quoi. Je m'étais rendu compte de rien. Parce que quand on est femme chef, c'est pas la même chose que quand on est collaboratrice lambda dans un monde d'hommes où il y a, je sais pas, 10 ou 15 hommes autour de soi. Alors, elles se laissaient pas faire, hein. Heureusement, elles avaient des personnalités fortes, et tant mieux. Mais voilà, elles ont quand même vécu des réflexions sexistes, des remarques vraiment, voilà, quoi, en dessous de la ceinture. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas normal. Donc voilà, il faut continuer à défendre ça, il faut savoir s'exprimer et libérer la parole. C'est des phrases qu'on entend partout dans les médias, mais n'empêche que c'est le seul moyen aussi de faire changer les choses. Donc moi, je dirais que j'ai pas le sentiment d'avoir trop subi, ou alors j'ai pas fait attention et en fait c'était un non-souci pour moi. Je sais pas comment dire. Par contre, la seule chose que je me rendais compte, c'est qu'il fallait faire toujours 2 fois, 3 fois, 4 fois plus
pour être remarqué par rapport à un homme. C'est-à-dire qu'un homme, il va faire tout un pataquès d'un tout petit truc, alors que nous, on va faire des choses extraordinaires, puis on va le laisser un peu de côté, quoi. Ça, c'est ça. Mais bon, voilà, ça m'a jamais, voilà quoi. Voilà comment je l'exprime. Est-ce que tu considères que être une femme dans un métier où les femmes sont rares, c'est un avantage, ou est-ce que c'est un inconvénient, ou est-ce que ça ne change rien en fait? Moi, spontanément, je dirais que c'est un avantage parce que on amène des choses complètement différentes. Je l'ai plus ressenti dans ma position au CICR que chez Thomas Cook, où on était quand même dans un milieu très féminin, hein, le milieu du tourisme. Hein. Donc, il y avait une proportion de femmes très importante, alors qu'au CICR, moi, j'avais des ingénieurs sur le terrain, donc il y avait 250 personnes sur le terrain. Il y avait 5 femmes peut-être. Au siège, il y en avait un peu plus. Il y avait, je sais pas moi, il y avait 200 et quelques personnes au siège. Il y avait une vingtaine de femmes, 25. Donc c'était un peu plus nombreuse. Parce que j'essayais aussi de faire en sorte de faciliter, mais pas imposer. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on retourne dans une situation que j'ai connue où on disait on recrute une femme, point terminé. Non, ça c'est le pire qui puisse arriver. À compétences égales, à tout ce qu'il faut égal, s'il y a une femme, on prend une femme. Mais hors de question de commencer à dire je veux une femme, ça ce serait le pire qui puisse arriver dans toutes les valeurs et tout ce qu'on veut faire pour mettre en avant les femmes, que ce soit dans les comités de direction, les conseils d'administration, etc. Si on commence à dire on va prendre une femme parce que c'est une femme. Ça, pour moi, c'est catastrophique. Donc c'est vrai que le côté, je dirais, de mettre une femme, en plus non ingénieure, parmi plus de 250 ingénieurs sur le terrain, c'était pas gagné. Mais je trouve que c'est cette alchimie, c'est la diversité. La diversité, elle n'est pas que le genre, c'est pas homme, femme, etc. Elle était aussi dans le fait que je venais du privé, le fait que je n'étais pas ingénieure, a amené une autre créativité, une autre vision des choses. Et c'est l'alchimie avec tout ce que les équipes amenaient, justement, en tant qu'hommes, en tant qu'ingénieurs, en tant de leur expérience terrain, etc., qui a fait que ça a marché. Et c'est cette diversité qui a marché, cette multitude de diversité, pas que femmes. C'est ça qui fonctionne. Tu as un petit peu parlé des coups durs, hein, je le résume comme ça, que tu as vécu dans ta vie professionnelle. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment tu fais pour rebondir dans ces moments-là? Comment tu fais pour te ressourcer au quotidien, pour tenir dans la durée, quoi, pour avoir encore envie, tu vois ce que je veux dire? Les équipes. Alors moi, là, qu'on soit très clair, je veux dire, le jour où un de mes managers directs s'est suicidé, j'étais au fond du gouffre. Le médecin du travail m'a dit moi je te voyais pas revenir avant 6 mois. Je suis remontée sur le cheval au bout de 3 semaines. Bon, ça n'a pas été simple. Il m'a fallu 1 an pour m'en remettre. Mais c'est les équipes. C'est la seule chose qui m'a fait revenir. La seule et unique. Je me suis dit je ne peux pas les laisser dans une telle situation. C'était impossible. C'était un drame qui était terrible pour tout le monde. Et c'est ça qui m'a fait revenir. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Et c'est ça qui m'a fait réussir. Et ça a été un échange. Parce que lorsque je suis revenue, je les ai aidés, mais eux m'ont aidé aussi. Donc, pareil, il y a eu beaucoup de respect dans la peine de chacun. Et puis, on s'est rassemblés autour de cette transformation qui était le projet du département. Et c'est ça qui a fait, je dirais, aussi grandir, parce qu'on s'est remis en cause. Alors moi, je me suis remis en cause, mais alors de A jusqu'à Z, hein, de tout mon management que j'avais fait auparavant, j'ai tout remis à plat. Et puis, c'est là qu'a démarré aussi beaucoup de travail interpersonnel, de travail de groupe, de travail sur le management, etc. Et tout ça ne pouvait pas se faire sans une remise en cause. Ça, je concevais pas
de revenir comme si de rien n'était, etc. Et plein de choses ont été remises à plat. Et ma plus belle victoire, c'est que j'ai réussi à éradiquer totalement le burn-out, parce qu'il n'y avait pas eu qu'un suicide. Il y a eu un suicide plus des burn-out. Donc non, compliqué, très compliqué. Et ma plus belle réussite humaine, c'est quand je suis partie la tête haute, parce que j'ai totalement éradiqué ce genre à la fois de comportement et de situations dramatiques. Si j'avais une dernière mission à faire, c'était celle-là. Une dernière question sur les femmes. Est-ce que tu es optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société et dans les organisations en particulier? Oui, je suis tout à fait optimiste. Après, c'est un pas que chacun devra faire, c'est-à-dire les hommes vers les femmes et les femmes vers les hommes. En tout cas, si j'avais un rêve, surtout qu'il n'y ait pas de scission. La meilleure réussite possible, c'est la fameuse glue qui doit prendre l'alchimie entre la collaboration entre hommes et femmes. Il faut surtout pas qu'il y ait cette risque de scission et de confrontation entre les hommes et les femmes. Ça serait le pire qui puisse arriver. Non, c'est l'ensemble qui va faire que ça fonctionne. Ça, je défendrai ça toujours. Il faut arrêter d'être trop sectaire en disant c'est dur pour les femmes parce qu'elles viennent de très loin. D'un autre côté, il faut lire l'histoire. Il y a un long chemin à faire et il ne doit pas se faire à l'inverse. Hein, ça, c'est très important. C'est-à-dire que domination féminine avec parce que l'homme doit avoir sa place, comme la femme doit avoir sa place. Parce que le jour où la femme a décidé et de travailler et bien sûr de faire des enfants, parce que là, bien évidemment, ça ne changera pas, ça a mis quand même aussi l'homme dans une position délicate. Et ça, faut pas le négliger. C'est-à-dire que les femmes doivent aussi le dire. C'est-à-dire que la femme, elle n'est pas là pour tout faire. Elle n'est pas là pour faire les enfants, prendre un certain pouvoir dans les entreprises, dans les comités de direction, dans les conseils d'administration, et puis reléguer l'homme. Non. C'est là toujours pareil qu'il faut trouver un juste équilibre où chacun peut avoir sa place. Ma dernière question, quel est ton prochain défi professionnel ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, c'est très simple. Transmission de mon savoir et la capacité un petit peu de tout ce qu'on a discuté. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je peux transmettre ce savoir au sein d'entreprises qui en ont besoin, quelles qu'elles soient, qui ont envie de réussir leur challenge humainement, je suis la bonne personne. Donc, parce que c'est ça l'enjeu. Les ambitions, tout le monde en a. Les côtés techniques des choses, tout ça, c'est facilement résolvable. Toute la partie humaine qui va entourer tout ça, je dirais que l'expérience que j'ai pu avoir tout au long de ces 20 et presque 30 années, je veux les mettre au service d'organisations qui en ont besoin. Donc, c'est vrai que des fois, je pose la question, comment sont les équipes? Est-ce qu'elles vivent des moments difficiles? Est-ce qu'il faut les aider à retrouver confiance, etc. C'est pas anodin. Je pense que donner toujours envie aux gens et transmettre mon savoir. Et je dis toujours, les gens te demandent toujours, c'est quoi qui vous distingue des autres? Parce qu'ils veulent toujours la perle rare. Moi, c'est ça, ce qui me distingue des autres, c'est l'aspect humain. Techniquement, oui, j'ai fait ça. Alors, oui, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Mais de le faire et de le réussir d'un point de vue humain en sachant que les collaborateurs vous remercient derrière, ça, c'est la plus belle satisfaction que vous pouvez avoir. La plus belle. Il n'y en a pas d'autre. La reconnaissance de vos collaborateurs. Merci Catherine. Je t'en prie Amélie, avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, HUMANLX, ou bien suivez-nous sur LinkedIn.
pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching en format audio qui permettent aux femmes de dépasser un à un les obstacles qu'elles rencontrent sur leur trajectoire en entreprise, rendez-vous sur leçondevictoire.com. Enfin, si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et bien sûr d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.